Bienvenue ici à Paris, bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent en ce moment sur YouTube Live de Fédérec. C'est pour cet événement qui est mondial, on le rappelle, relayé en France donc par Fédérec. Avec des événements donc partout en région en France, aujourd'hui et demain. Et donc cet après-midi, nous voici réunis à la caserne. Magnifique endroit qu'on découvre tous aujourd'hui. Nous allons tout vous dire sur le recyclage avec les usages au quotidien que nous, citoyens, nous pouvons avoir. C'est aussi l'occasion, bien sûr, de vous présenter cette filière, ces entreprises, les opportunités de formation, les opportunités d'emploi. On parlera aussi de réglementation, de réindustrialisation et de décarbonation. Voilà, pour lancer cette journée mondiale du recyclage, eh bien, j'accueille tout de suite François Escoffier, le président de Fédérec. Prenez un micro, allez-y. Pour ce mot de bienvenue, François. Ça va marcher. Alors le micro marche Voilà. du premier coup, c'est quand même un grand événement. On peut le signaler, c'est pas Bonjour mal. à tous, merci à la régie, merci à Guilhem qui va suivre nos... Guilhem, c'est ça? Gilan. Ah, Gilan. Ouais, parce que moi je lis les papiers, on discute, mais, C'est tout simple, on se présente pas. Donc moi c'est François. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à la caserne. Pour rappeler, c'est une ancienne caserne de pompiers, d'où le nom, la caserne. Il n'y a plus de pompiers, mais par contre, il y a un incubateur d'incendie en matière d'idées qu'il faut se voir ici. C'est le plus grand accélérateur de transition écologique sociétale dédié à la mode de luxe. Et je trouve que l'endroit est bien choisi pour lancer cette journée mondiale du recyclage. Je rappelle que cet événement a été créé par le président du BIR de l'époque. J'en profite pour saluer notre ami Arnaud Brunet qui nous fait le grand honneur, et je vous demande de l'applaudir très fort. On va discuter avec lui dans un instant. Qui nous fait le grand honneur, non mais pour l'instant je garde la parole, non, Ah ben, mais qui nous fait le grand honneur d'avoir choisi la France, puisque c'est un événement planétaire, pour représenter le Bureau international du recyclage. Donc je rappelle le président Ranjiv Singh Baxi. Oui, bah, je vais prendre quelques cours pour m'améliorer. Voilà, et bien, quand il a créé la journée mondiale du recyclage, c'était un événement qui était tourné vers la jeunesse. Et je trouve que quand je vois le nombre de visages ici, de jeunes, de moins jeunes, eh bien c'est rassurant. Je crois qu'il pourrait être fier de voir autant de jeunes. Alors bien sûr, il y a beaucoup de monde qui sont bloqués dans les embouteillages aujourd'hui, mais vous savez qu'en France, c'est une grande spécialité. Mais on va passer outre. Voilà. L'occasion pour moi est de rappeler les grands combats de Fédérec. Rappelez aussi que notre fédération couvre les ensembles des activités de recyclage au sein de la même unité. Les ferrailles, les métaux, les cartons, le bois, les plastiques, les papiers. Je vais certainement en oublier. Les plumes, les duvets, c'est fini. Les textiles sont ici. Mais voilà. Aujourd'hui, c'est toujours 1200 entreprises, c'est un peu moins de 40 000 emplois, avec des besoins importants pour les années suivantes qui sont estimés à peu près à 8 000 emplois à créer. Donc, vous voyez, une filière dynamique. Et dans ce cadre-là, l'important pour moi aussi, c'est de rappeler les efforts de formation qui sont faits par la fédération, où nous créerons le 3 avril, nous ouvrirons l'école nationale du recyclage et de la ressource à l'homme à Lille, une première française et peut-être une première mondiale, mon cher Arnaud, entièrement dédiée à la formation des salariés de nos entreprises pour améliorer la compétitivité de nos entreprises. Je rappelle que nous créons des emplois non délocalisables en France. Quand on parle de réindustrialisation de la France, nous créons des matières premières issues du recyclage par le tri, par nos outils, par nos centres de tri, nos brailleurs, nos cisailles, nos presses. C'est bien nous les recycleurs et c'est bien nous qui créons la richesse. Donc quand certains veulent nous enfermer dans un débat où seulement l'écologie intellectuelle aurait sa place, je rappelle qu'on est une véritable industrie et c'est important de penser à tout ce maillon industriel qui naît grâce au travail des entreprises et de leurs salariés. Pour ne pas monopoliser complètement non plus la parole, l'essentiel c'est de lancer notre Recycling Day. C'est des nouvelles méthodes aussi. J'en profite pour saluer nos influenceuses qui tournent beaucoup autour des réseaux sociaux de la jeunesse. Pour les plus jeunes, un peu plus jeunes que nous. Si on a tenu, on aurait pu, cette année, c'est la première année où notre activité dépasse les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est plus important que le poids de l'acier en Europe. L'activité recyclage, en fait, on parle souvent de l'industrie en parlant des autres activités, mais nous,
le poids que l'on pèse est quasiment équivalent à des secteurs d'importance reconnus majeurs. Je rappelle qu'on a été reconnu essentiel à la nation, c'est quand même pas pendant la période du Covid. On arrive tout de suite derrière les soignants. C'est quand même une belle reconnaissance pour notre métier en règle générale. Donc cette année, on aurait pu, forcément, vous savez, dans nos métiers, on va vite en haut, vite en bas. Et souvent, c'est les cours qui le décident. Ce n'est même pas les entreprises, c'est plutôt les cours boursiers. On aurait pu mettre à l'honneur les ferrailles, les métaux pour rappeler, ou le carton, ou le plastique, pour rappeler l'importance de la propriété de la matière que nous créons. Donc c'est bien à nous à qui elle doit appartenir in fine. On a un petit débat avec les pouvoirs publics autour de la loi AGEC, où certains ont réussi à s'engouffrer dedans. On rappelle qu'on n'est pas contre les REP, au contraire, on est pour les REP financières. Et si on a choisi les textiles chers à notre ami Pierre Duponchel, c'est justement pour parler des REP qui sont réussis. Alors, il m'a précisé REP financière, mais plutôt REP hybride. Mais il vous précisera tout ça. Mais en tout cas, voilà, moi je suis très fier d'être le président d'une fédération qui met à l'honneur une REP qui marche, avec une filière qui était parfois en difficulté, mais qui crée des emplois qui seront de plus en plus pérennes, justement grâce aux mesures qu'a pris le législateur. On va parler des trains qui arrivent à l'heure et non des trains qui arrivent en retard. Mesdames et messieurs, j'ai oublié de vous parler naturellement de quelque chose, de tous les événements que nous allons suivre en région. Les régions, nous faisons ici à Paris l'événement national, mais les régions se sont énormément mobilisées. Je crois que c'est une mobilisation historique. Dans chacune des régions, nous avons une activité, voire plusieurs. Nous pouvons commencer par les Hauts-de-France, autour de notre ami Frédéric Dutrier, qui va mettre à l'honneur tous les sujets abordés autour de la valorisation matière et énergétique, le réemploi. En centre et sud-est, chez Arc-en-Ciel Récupération, l'inauguration d'une presse cisaille, toujours autour plutôt des ferrailles et des métaux. Dans la région ouest, l'entreprise Schroll, bien connue, qui monte qui expose un système de valorisation énergétique. Je pense que c'est vraiment un temps fort de nos activités. La région Occitanie, visite virtuelle de Sovamep, qui est une entreprise spécialisée dans la valorisation des métaux. Dans la région ouest, ça sera Trivalo, une entreprise du groupe PAPEC autour de la collecte sélective. Région Nouvelle-Aquitaine, l'entreprise de Richebourg, qui ouvrira ses portes et fera des visites. J'énumère tout le monde parce que pour une fois, on peut souligner la mobilisation de nos adhérents. Et vous voyez, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on fait quand même beaucoup de choses et que les adhérents prennent leur part. Il n'y a pas que la fédération, les entreprises adhérentes prennent leur part au CIR de travail. On a région Sud-Méditerranée, Vallée-Caubois, autour de la filière bois, et puis une visite du site Purfer à Marignane. J'en ai oublié un forcément. La région Nouvelle-Aquitaine, le groupe PENA ouvrira ses portes sur les filières multidéchets et exposera une voiture tonneau dans une ville de vin. Ne confondons pas cette boisson qui a fait la fierté de l'Aquitaine, mais voilà. Et puis autour des déchets ménagers, je peux rajouter aussi qu'en centre et sud-est, demain, Laurent Wauquiez inaugurera un centre de tri de collecte sélective et une chaîne unique sur le recyclage des pots de peinture acrylique détenus par une entreprise très célèbre dont le PDG a le micro à l'instant. Je cite l'entreprise Escoffier, son excellent patron, qui est une référence en matière d'animation virtuelle. Non. Et puis ce matin, c'était la région parisienne qui faisait l'honneur. Oui, je cherche l'affiche sur la région parisienne, parce que je l'ai tournée une fois, deux fois, pour finir par la plus proche. La région parisienne avec la visite de l'entreprise Green Récup, où Géraldine et les équipes sont allées ouvrir les portes ce matin. J'ai oublié de citer le site Revival à la Courneuve, qui est aussi en région parisienne. Vous voyez, en fait, toute la France, tout Fédérec est là. Je rappelle toujours, Fédérec, au cœur de la France, au cœur des territoires, au cœur de l'emploi, au cœur du recyclage. J'en ai pas fini, chef. Allez-y. Je voulais remercier et féliciter les équipes de Fédérec autour de Manuel Burnand, Géraldine Bulot, la communication et naturellement Léonard Neuville. D'habitude, je ne cite jamais la personne elle-même du pôle filière, mais Léonard, depuis des années, à peu près 22 ans, il s'occupe
Oui, il a démarré à 4 ans à Fédérec et il est c'est très ça. heureux. On faisait les calculs. Là, Voilà, mais... 22 ans, qui s'occupe de la filière textile et qui fait le bonheur par son application, son travail et aussi, il faut le dire, son côté brillant. Ce n'est pas le cas du président. Chers amis, Mais si. je vous souhaite une excellente journée et je déclare cette journée ouverte. Eh bien, merci beaucoup. Elle est bien lancée cette journée, c'est clair. Asseyez-vous. Et on accueille tout de suite pour nous rejoindre Pierre Duponchel, donc président de Fédérec Textile, et Arnaud Brunet. Vous nous rejoignez aussi, directeur général du BIR, le Bureau international du recyclage. Asseyez-vous là où vous voulez. On va continuer ce mot de bienvenue. Alors Arnaud Brunet, donc directeur du Bureau international du recyclage, pouvez nous présenter déjà ce que c'est ce BIR? C'est la Fédération mondiale du recyclage, on peut dire ça comme ça? C'est toujours difficile de passer derrière François. Bonjour à tous. Merci pour Fédérec de cette gentille invitation pour le GRD. Alors, en anglais, Global Recycling Day. C'est toujours un plaisir d'être ici, de venir à Paris. Ces monuments, ces poubelles et ces voitures brûlées. Quand on parle de recyclage, voilà, il y a du boulot. Il y a matière dans la rue. Hein. Il y a du boulot. Donc le BIR, pour ceux qui ne connaîtraient pas le BIR, c'est une vieille maison qui fête ses 75 ans. Le BIR a été créé en 1948. C'est la Fédération mondiale du recyclage. Nous avons environ 900 membres directs et 38 fédérations nationales, dont Fédérec, notre membre français. Et donc nous représentons directement ou indirectement environ 30 000 sociétés dans le monde, dans 70 pays. Donc c'est votre voix, c'est la voix des recycleurs au niveau mondial, au niveau des organisations supranationales que sont l'Organisation des Nations Unies, la Convention de Bâle, la Convention de Stockholm, la Banque mondiale, l'OCDE, un petit peu la Commission européenne, mais Euric fait ça très bien pour nous, Euric étant un de nos membres aussi. J'ai vu tout à l'heure Olivier François, je ne sais pas s'il est là. Il est là-bas. Bonjour Olivier. Et donc voilà, en deux mots, ce qu'est le BIR. Et donc nous sommes la voix de l'industrie du recyclage au niveau mondial et nous organisons par ailleurs 2 conventions par an, 2 conventions mondiales qui ont pour but de permettre aux entreprises de se rencontrer, d'avoir accès à de l'information, de voir les actions de lobbying que nous faisons pour elles et de faire du business entre elles, parce que c'est aussi ça, le recyclage, c'est aussi une industrie qui a besoin de commerce international. Et là, le dernier mot, c'est que notre prochaine convention se tiendra au mois de mai. Coup de bol, pas trop loin, à Amsterdam. Donc je vous invite bien volontiers à vous joindre à nous mi-mai à Amsterdam pour notre convention de mai. Voilà. Alors, journée mondiale du recyclage, vous nous avez dit en anglais Global Recycling Day. Partout sur la planète, vous pourriez nous donner des exemples de ce qui se passe en ce moment sur la planète? Alors, c'est officiellement demain la journée, mais... Alors non, parce que je vais attendre de voir ce qui se passe. Ce qui est prévu en tout cas. Je peux vous dire ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Alors, comme François l'a gentiment rappelé, c'est une initiative du BIR, de son président Ranjit Singh Bakshi, donc tu l'as bien dit. Voilà, pas mal. Tu l'as bien dit. Et aujourd'hui, c'est une journée mondiale qui est essentiellement confiée aux bons soins d'une fondation que nous avions créée à l'occasion du GRD, qui est la Global Recycling Foundation, qui se trouve dans les locaux du BIR à Bruxelles, c'est pas très original, et qui a pour mission donc de faire vivre le GRD. Mais il se trouve que le GRD vit de lui-même, beaucoup sur les réseaux sociaux, mais pas que. Quand on regarde ce qui s'est passé les années précédentes, c'est très varié. Ça va d'actions éducatives dans certaines écoles en Namibie, au ramassage de plastique sur des plages en Thaïlande, en passant par des actions de sensibilisation à Londres. Hier, M. Bakshi a justement organisé une réunion à Westminster, excusez-moi du peu. Et voilà, vous pouvez décliner à l'envi le nombre d'actions qui peuvent être très locales, très petites et parfois très importantes. Lorsqu'on a 6 ou 7 actions en même temps à Delhi, ça a évidemment ça a pas mal d'allure. Et ce mouvement autogénéré se poursuit et le GRD maintenant s'impose comme étant une date essentielle, le 18 mars. Le 18 mars étant la date de fondation du BIR, le jour de fondation du BIR. Et c'est donc quelque chose qu'on voit se répandre sur tous les continents, Amérique latine, Afrique subsaharienne, Asie, Europe bien évidemment. Un petit peu moins, je l'avoue, en Amérique du Nord, pour la bonne et simple raison que, comme d'habitude, les Américains ont leur propre jour.
et les Canadiens suivent un peu. Mais voilà, c'est vraiment un succès mondial et c'est notre ambition à terme, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à ma voisine d'Emmaüs, c'est d'en faire un jour reconnu au calendrier des Nations Unies, au même titre que la journée de la femme, la journée de promener votre chien, ça existe, vous pourrez vérifier. Non, je n'associais pas les deux, je ne faisais pas de rapprochement. Excusez-moi. Fais pas de raccourci. Hein. Non, il n'y a pas de raccourci, alors c'est vrai que c'est malheureux. Mais enfin voilà, on mettra le GRD, j'espère, un jour au calendrier des Nations Unies. Un mot, François, parler des jeunes. C'est vrai que c'est une attention particulière que vous portez sur les jeunes. Votre profession doit attirer les jeunes, doit leur parler particulièrement? Oui, alors je pense que d'abord ça attire et c'est important. Il y a une première caractéristique dans le monde du recyclage, c'est que ce sont beaucoup d'entreprises familiales. Alors vous avez des groupes internationaux, avec des champions français d'ailleurs, des Veolia, des Suez et d'autres, des grands groupes internationaux. Et puis vous avez beaucoup d'entreprises familiales. Donc il y a une tradition familiale, souvent dans le monde du recyclage, qui est intéressante. Mais en même temps, il y a une prise de conscience environnementale qui est certaine dans les jeunes générations, et c'est tant mieux, on le voit bien. Et donc, ce sont des métiers qui attirent, même s'ils sont encore, je pense, assez mal connus, d'où l'importance du GRD et de ce que fait FEDEREC. Et donc, il faut expliquer ces métiers, il faut expliquer pourquoi nous sommes essentiels, pourquoi est-ce que nous contribuons à la lutte contre le réchauffement climatique, en économisant des émissions de CO2. Et puis, il faut former. Et c'est pour ça que je suis particulièrement intéressé par cette initiative de la création de l'École nationale du recyclage et de la ressource. J'oublie pas ressources, parce que ressources, c'était le terme qu'on avait employé pour le premier GRD, en mettant en avant la notion de 7e ressource. Donc, il faut effectivement former, expliquer et attirer. Il y a des besoins en emploi qui sont extrêmement importants dans les filières de recyclage. Et donc, c'est important de porter la parole auprès de la jeunesse. Effectivement, très important, la jeunesse. Alors, la parole maintenant à Pierre Duponchel, bonjour. Donc, président de FEDEREC Textile. Alors, on l'a dit, c'est une filière qui marche particulièrement bien. On peut être fier. Bonjour à tout le monde. Ça marche? Ça marche, oui, oui. Ça fonctionne. Voilà, donc merci effectivement au président et à FEDEREC d'avoir pensé à mettre cette filière en avant aujourd'hui, une journée particulière, parce qu'en fait, c'est quand même une petite filière dans l'ensemble de la fédération de FEDEREC. On parlait tout à l'heure de milliards en chiffre d'affaires, on est plutôt, nous, à 160 millions. Par contre, en termes d'emploi, on n'est pas si mal positionné puisqu'on est à 10% des emplois créés dans la filière. Et c'est une filière qui est donc en amont de l'industrie textile. C'est le dernier maillon de l'industrie textile. On sait que l'industrie textile est une industrie qui pollue et qui se développe fort à la fois sous l'influence de la démographie qui augmente dans le monde, et puis aussi des pratiques de fast fashion ou ultra fast fashion qui génèrent des volumes de plus en plus importants. Ce n'est pas le sujet du jour, mais nous, on est à la fin et on essaye, en récupérant tout ce qui a été acheté, mis sur le marché, dont les gens sont amenés à se débarrasser, de trouver des solutions qui soient des solutions vertueuses. Et effectivement, elles le sont. Alors, on connaît la filière souvent sur deux choses. Une qui est, je pense que tout le monde a déjà vu au moins un box dans lequel on peut aller mettre les vêtements. Sans doute les avez-vous peut-être utilisés. Puis la deuxième chose, hélas, ces derniers temps, et c'est aussi l'intérêt aussi d'avoir mis en avant la filière cette journée, c'est qu'on a affaire à des reportages qui brisent l'image de la filière, en montrant des problèmes de gestion de déchets dans des pays en Afrique, notamment les reportages qui ont été filmés au Ghana et au Kenya récemment, un peu au Chili, où on voit des décharges sauvages qui contiennent des textiles. C'est des réalités qu'il faut prendre en compte et qu'il faut traiter. Mais là où nous ne pouvons pas être d'accord, et j'espère qu'au travers de la journée, vous trouverez des arguments à ce que je vais dire, eh bien, c'est que ça n'est pas dû aux vêtements d'occasion remis sur le marché que ces problèmes et ces dysfonctionnements écologiques surviennent. Voilà, donc c'est une chose vraiment importante parce que ça gâche l'image de la filière. Ça fait monter en charge des lobbies qui vont jusqu'à dire qu'il faudrait supprimer l'exportation des vêtements d'occasion.
Et de notre point de vue, bien évidemment, ça serait une grave erreur. Ça serait une grave erreur, pourquoi ? Parce que la filière est quand même une filière qui est très vertueuse, mais elle n'est pas connue. Elle est connue pour les 2 points que je viens de dire, et elle n'est pas connue pour tout ce qu'elle apporte sur le plan économique, écologique et social. Donc sur le plan économique, il est simple, hein, c'est si on disparaît tous, le coût de traitement des vêtements en fin de vie en France, je parle, il serait multiplié par 3 parce que ça serait une mise en décharge, une collecte et une mise en décharge, et le coût pour chacun des citoyens il serait multiplié par 3. Donc économiquement, il y a un retour évident. Sur le plan écologique, c'est très clair, hein, c'est le fait que de remettre sur le marché des vêtements, puisqu'on ne parle pas de déchets, on parle de vêtements, quand on remet des vêtements sur le marché, eh bien, les remettre sur le marché, c'est des économies très importantes d'eau. Hein, un vêtement en coton qui est utilisé une 2e fois plutôt qu'un vêtement neuf, eh bien, par kilo de vêtements, c'est 10 000 litres d'eau économisée par vêtement en coton. C'est le fait de réutiliser un vêtement, et malgré les problèmes de transport, mais ça je reprends des chiffres qui étaient d'ailleurs donnés par le BIR, eh bien c'est 70 fois moins polluant que de continuer à mettre du vêtement neuf. Donc c'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est la filière de récupération textile est une filière vertueuse sur les plans économiques, écologiques et social, puisque rien qu'en France, si on revient sur la France, avec l'ensemble de ce qui est collecté, à peu près 240 000 tonnes par an, ou trié 200 000 tonnes par an. Donc 240 000 tonnes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 350 millions de vêtements qui sont repris par le tri pièce par pièce pour savoir si on va en refaire un vêtement d'occasion ou savoir si on va le mettre dans une filière de recyclage, que ce soit pour faire du chiffon, que ce soit pour faire des isolants, que ce soit... Donc ce travail-là, donc cette collecte et ce travail ont généré ces dernières années 2000 emplois de plus en France, et on peut en faire encore au moins 2000 de plus si certaines conditions sont résolues. Parmi ces conditions, eh bien, il y a aussi cette raison pour laquelle le président Escoffier disait tout à l'heure qu'il faut parler aussi des choses qui vont bien. Bien, on ne peut pas le faire tout seul, nous, en tant qu'opérateurs. Et donc, il a été mis en place, il y a 15 ans, un éco-organisme qui est chargé de soutenir les opérations de tri et de soutenir la filière pour qu'elle puisse se développer. Les 10-12 premières années ont été un peu chaotiques, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'on était ravis, mais depuis 2 ans, il y a quand même eu des changements d'objectifs, à la fois sur les metteurs sur le marché, des metteurs sur le marché et de Refashion, qui est l'éco-organisme de la filière textile. Et nous sommes, après des périodes quand même où on était très méfiants, on peut dire aujourd'hui que le nouvel agrément a fait l'objet de concertations avec les pouvoirs publics, entre opérateurs, avec l'éco-organisme, et qu'on est sur un nouveau démarrage, et que si tout fonctionne bien et que si ça reste dans cet esprit-là, eh bien on devrait pouvoir mesurer un développement important en volume, en emploi, et aussi en allant encore plus au bout de la filière, c'est-à-dire qu'on a déjà des grandes quantités qui sont en recyclage, j'en ai parlé tout à l'heure, en chiffon d'essuyage, en filature, etc. Mais on peut encore aller plus loin, ça demande de la technologie supplémentaire, et ensemble on peut y arriver. Voilà, donc c'est ce que j'espère que vous retiendrez au moins de cette journée, c'est que la filière de récupération textile, au-delà de ce qu'on en dit, est une filière vertueuse, et qui a des promesses de développement très importants sur le plan économique, écologique et social. Et je vous invite donc à vous renseigner là-dessus, à prendre les arguments, et n'hésitez pas à nous questionner. Merci beaucoup Pierre Duponchel, et ce sera justement l'objet de notre première table ronde sur le textile. On peut vous applaudir, effectivement. Vous voulez rajouter un mot, François ? Non, simplement pour saluer, on parlait de l'École nationale du recyclage et de la ressource, saluer Serge Ponton, qui est le président de la commission sociale, qui a fait le déplacement depuis ce bel endroit complètement proche de Paris qui s'appelle Roanne. Oui.
Et franchement, quand on voit des administrateurs qui se déplacent et qui portent l'École nationale du recyclage et de la ressource qui ouvrira ses portes le 3, Serge, on voulait te remercier, de même que Olivier François, qui est le président de RIC, que j'ai salué dans la cour, mais que je n'ai pas salué micro en main, ce qui est une faute professionnelle. Et si on a la grande joie qu'une pointure comme Arnaud Brunet ait choisi la France pour s'exprimer aujourd'hui dans le Global Recycling Day, Yes. eh bien, nous avons aussi Olivier François qui sait parler en belge, en italien, en anglais et comme ils disent, Zotomelk. So international. Merci. Alors, je vous donne le programme de cet après-midi. Donc, on va vous proposer tout d'abord 2 tables rondes, une sur la filière textile, une ambition à la hauteur de ses enjeux, une deuxième table ronde plus générale, au-delà de toute la filière déchets. On va parler en France, on va parler de l'Europe. Il y a plein de mutations réglementaires, géopolitiques. On va un petit peu voir décortiquer un petit peu tout ce qui se passe en ce moment dans cette filière. Vous savez qu'au bout de la cour, vous avez un atelier où vous pouvez apprendre à trier une collecte de vêtements. Il y a des consignes, il y a des règles à respecter. Vous apprenez tout ça. Il y aura ensuite un défilé dans le sous-sol, un défilé recycling. Et donc, tout l'après-midi, vous pouvez aller voir cela et suivre, bien sûr, nos tables rondes. Alors, pour commencer, on va être très pédagogue aujourd'hui. On parle à l'instant de l'emploi, très important. Eh bien, je voudrais vous présenter cette vidéo faite maison. On va vous montrer le métier d'agent de tri. Et c'est un formateur qui va tout vous expliquer. Merci, messieurs, et on regarde la vidéo. Oui, bonjour, donc moi c'est Nordine, je suis responsable qualité boutique à l'atelier de tri à Chanteloup-les-Vignes. Alors mon métier consiste à veiller dans tout l'atelier à ce que la qualité boutique principalement ne parte pas dans des secteurs autres, également du recyclage. Donc on découpe des vêtements. Donc ça va être de veiller, de contrôler et de former les gens à repérer les vêtements qui sont de qualité suffisante pour passer dans nos boutiques. Principalement les marques, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Et donc de contrôler, je vais contrôler et la qualité boutique, mais également tout ce qui n'en est pas pour vérifier que ça ne parte pas ailleurs. On va en avoir une dizaine de qualités. On va avoir le jean qui est mis à part pour justement lui va servir pour le métis, donc l'isolation thermique et phonique qu'on fabrique. On va également avoir la coupe blanche et la coupe couleur qui eux vont servir aussi à de la découpe mais pour un autre réemploi. Ça nous en fait une dizaine, ouais, comme ça. On a la laine qu'on retire aussi pour la mêlée. Voilà. Après, à savoir que les 2 gros secteurs pôles qu'on a, c'est la qualité boutique et le mêlé. C'est ce qui vraiment qu'on a en plus grosse quantité et qui va être le plus important pour nous. Alors on va leur demander déjà du dynamisme, de pouvoir tenir la cadence et le rythme puisque c'est quand même assez rythmé. On a des tonnages à respecter à la journée, que ce soit au niveau du tapis ou en table. Donc effectivement il faut des gens qui ont quand même une cadence de travail assez importante, qui peuvent tenir sur plusieurs heures, une rigueur aussi. Et un développement des compétences et de la connaissance du textile, des matières, des marques, afin de pouvoir justement répondre au mieux aux catégories qu'on a. C'est ça, effectivement, quand les gens arrivent chez nous, donc principalement pour ceux qui sont en insertion, donc pour des contrats de 2 ans, on va leur faire découvrir tous les postes dans l'atelier, en tout cas tous les pôles qu'on peut avoir dans l'atelier. Et on va les accompagner sur une formation sur plusieurs semaines généralement. Et après, on revient de temps en temps faire une piqûre de rappel, vérifier qu'il n'y a pas besoin d'une nouvelle formation ou de revoir certains points. Bien sûr, ils peuvent nous solliciter s'ils ont un besoin, s'ils voient qu'il y a une compétence qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne comprennent pas. Mais effectivement, c'est de la formation continue. C'est ça, du coup, effectivement, c'est que de la formation interne faite par les personnes qui sont responsables et qui sont ou plus anciennes, puisqu'effectivement, des personnes du tapis peuvent former d'autres personnes du tapis parce qu'elles sont là depuis longtemps, parce qu'on a quelques personnes en CDI à chaque pôle, ce qui nous permet d'avoir des gens qui sont vraiment très compétents sur la longueur. Donc du coup, ils peuvent former aussi les nouveaux arrivants.
Oui, dans le sens où au fil des années, on a pu avoir des nouvelles catégories qui sont arrivées, puisque justement, on est anti-gaspi, anti-pollution. Donc le but, c'est de trouver des solutions et des nouvelles catégories pour valoriser chaque textile, qu'il soit beau ou mauvais, bien ou abîmé. Donc effectivement, il y a du développement par rapport à ça, et donc il y a un besoin de formation aussi sur les nouvelles catégories qu'on met en place, comme par exemple là il y a eu récemment le upcycling qui justement ne faisait pas partie du relais depuis la création. Ça doit faire 2-3 ans que ça a été lancé, et vraiment 8 mois à peu près il y a une équipe complète qui a été amenée avec une formation des couturiers pour vraiment partir sur ce gisement-là. Donc oui, il y a du développement, il y a toujours un besoin de formation et de recherche, surtout voilà. C'est pour ça qu'on est une entreprise qui aime les idées de chaque salarié pour justement essayer de trouver des choses novatrices pour le réemploi de tout le textile. Oui, bien sûr. C'est surtout de prendre conscience qu'on a un gaspillage dingue de vêtements, qu'on pollue énormément la planète. Donc effectivement, si vous êtes un peu touché par toutes ces causes environnementales dont on entend de plus en plus parler, on a aussi des grosses valeurs humaines ici. Le but, c'est vraiment d'être à l'écoute des gens, dans l'accompagnement, dans la compréhension, dans la bienveillance. Donc il y a vraiment plein de points qui font que, je dirais, avant tout, c'est nos valeurs qui font que c'est très intéressant de travailler pour le relais. Voilà pour cette vidéo de présentation du métier d'agent de tri. Alors, on en vient à notre première table ronde consacrée à la filière textile. L'ambition est-elle à la hauteur des enjeux? En moyenne, en France, un citoyen achète 35 à 40 pièces de textile. Ça représente une collecte d'environ 4 kg de déchets par an et par habitant. Eh bien, nous allons parler de recyclage et de la responsabilité des producteurs, notamment avec vous, François Saltiel. Vous êtes journaliste à France Culture et vous allez animer cette table ronde avec vos invités. Exactement. Merci beaucoup, Gilane, qu'on peut applaudir parce qu'on va mettre un petit peu de rythme. Toujours qu'on va maintenir dans cette journée. Je suis très heureux donc d'animer cette première table ronde de cette 6e édition de la journée du recyclage organisée par Federec, où on va s'intéresser bien sûr à la filière textile, comme on l'a déjà annoncé en début de cet après-midi, une filière qui est assez complexe, dont il va falloir détricoter quelques stéréotypes et préjugés, une filière qui nous concerne toutes et tous dans notre quotidien, en multiples enjeux, à la fois des habitudes de consommation, la responsabilité des producteurs, en passant évidemment par la question environnementale. Donc le titre de cette table ronde est de celui-ci: filière textile, une ambition à la hauteur de ses enjeux, point d'interrogation. Ceux et celles qui vont être à la hauteur des réponses, en tout cas, c'est nos 4 invités que je vais vous présenter tout de suite. Loana Lamère, installez-vous. On peut l'applaudir aussi. Voilà. Bonjour Loana, vous êtes responsable de mission textile Emmaüs France. Monardi, installez-vous aussi, directrice générale de Refashion. Ateb Sedkaoui, président de la Fédération de la mode circulaire, bien sûr. Et puis Pierre Duponchel, qui était là il y a 5 minutes et qui revient, c'est déjà son comeback. Bienvenue Pierre, président de Federec Textile et de l'entreprise Relais. Voilà pour nos invités. Je compte aussi également sur vous, public, pour poser vos questions à l'issue de cette table ronde. On va être là pour essayer de vulgariser au maximum, d'essayer de mieux comprendre tous les périmètres, les termes du débat, et ils sont nombreux. Donc n'hésitez pas à réserver vos questions et à prendre la parole à l'issue de cette table ronde. Et on va commencer justement avec un petit aspect de vulgarisation avec vous, Modardi, pour essayer de mieux comprendre les contours et les mécanismes de la responsabilité élargie du producteur, autrement appelée REP. Merci Federec pour cette invitation. C'est vraiment une belle opportunité de vulgariser notre petit univers. Et j'ai un challenge aujourd'hui. Il va falloir que je prononce un maximum d'acronymes parce que Géraldine a préparé, je crois, avec Caroline, un glossaire. Donc j'ai hâte de voir ce glossaire. On va pouvoir avoir tous ces mots magiques qu'on utilise au quotidien. Sachant qu'il y aura un quiz aussi. Exactement. Avec des lots, avec des cadeaux incroyables. Des grands lots à gagner, ça va être des génial. bonbons, tout ça. Donc le premier acronyme, c'est la REP, R-E-P, la responsabilité élargie du producteur. Donc qu'est-ce que ça veut dire la REP? C'est la loi du pollueur-payeur. C'est-à-dire que les producteurs, ou autrement dit les metteurs en marché, les marques qui vont commercialiser des vêtements, donc dans notre filière, c'est les vêtements, les chaussures
et le linge de maison, autre acronyme TLC, pour textile, linge, chaussures. Donc tous ces producteurs vont avoir la responsabilité de financer les coûts de la prévention et du traitement de ces produits-là. Donc c'est-à-dire que plus on met des produits en marché, plus il va falloir trouver des solutions pour les collecter, les trier et les valoriser. Et le financement de toutes ces étapes est à la charge des producteurs. Voilà en quelques mots ce que c'est que la REP. Voilà, il me semble que ça a été effectivement assez bien énoncé. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous demander ce que c'est que TLC. TLC textile, linge, chaussures. Bah, toujours le premier rang qui répond super bien. Ne vous inquiétez pas, je peux me déplacer aussi derrière les seconds rangs. Donc ça, c'est bien fait sur le TLC. Merci beaucoup Maud pour cette explication. Peut-être le principe de l'éco-contribution qui peut être intéressant dans la foulée, dans la lignée de votre explication. Alors, l'éco-contribution, c'est la somme que chaque metteur en marché, donc que chaque producteur, va payer par pièce mise en marché. Et cette contribution, elle est calculée de façon un petit peu contre-intuitive. Elle n'est pas calculée sur la valeur du prix de vente ou sur la valeur du prix de revient du produit. Elle est calculée sur le poids moyen de ce produit. Donc, une paire de chaussures, une botte par exemple, va payer plus qu'un t-shirt parce qu'en termes de poids moyen, on considère qu'une paire de chaussures, ça pèse un peu plus lourd. Et comment est calculée cette contribution, cette éco-contribution? Donc c'est assez simple. On fait la somme de tout ce qui va être collecte, tri, traitement, prévention, sensibilisation, recherche et développement, enfin tout ce qu'on va mettre en place pour aider cette filière à s'inscrire dans une économie circulaire. On fait la somme de toutes ces dépenses et ça donne le budget de la contribution qui sera ensuite répartie par pièce mise en marché. Donc si j'ai bien compris, c'est-à-dire plus on est vertueux, plus cette éco-contribution, a priori, elle est faible. Alors là, vous introduisez une nouvelle information qui s'appelle l'éco-modulation. Autrement dit, EM. EM1, EM2, EM3, pour cocher les glossaires. Donc effectivement, l'éco-modulation, c'est une façon de faire varier le montant de sa contribution. Donc les producteurs, les metteurs en marché, les marques qui vont développer des produits éco-conçus, des produits qui seront plus durables, des produits qui auront eu des labels environnementaux ou des produits qui vont incorporer des matières recyclées, vont pouvoir bénéficier de primes, c'est-à-dire des éco-modulations qui vont faire baisser le montant de leur contribution. Et à l'inverse, assez rapidement, dans les mois à venir, les metteurs en marché, les marques qui auront pas suivi ces informations et ces développements d'éco-conception et qui auront continué à faire des produits qui ne sont pas éco-conçus, vont avoir à payer des pénalités. Voilà, donc ce que vous disiez justement dans le principe pollueur-payeur qu'on peut comprendre à ce niveau-là. Bon, je pense que tout est clair pour tout le monde au niveau du périmètre REP. Bravo pour déjà cette première séance de vulgarisation. On va poursuivre avec vous, Louana Lamère, pour mieux comprendre comment s'organise en France la collecte des TLC, textiles, linge, chaussures, oui, TLC usagés, parce que là on a effectivement vu un petit cadre légal législatif, mais comment déjà s'organise cette collecte? Oui, bonjour, merci à tous. Oui, alors très concrètement, ça commence avec un geste de tri qu'on a tous pratiqué, je pense, quand on souhaite se défaire d'un textile dont on n'a plus l'usage. On l'apporte vers un point de collecte, donc ils sont assez variés. Les principaux points de collecte qu'on connaît, Pierre les évoquait tout à l'heure, ça va être les conteneurs qu'on va retrouver sur la voirie ou sur les parkings de supermarchés, par exemple. Il y a peut-être une image qui les représente là-haut. Tout se passe derrière vous. Continuez à regarder l'horizon, ça se déroule derrière. Donc il va y avoir les conteneurs avec derrière des acteurs qui sont des opérateurs qui vont venir collecter ce qui est placé dans ces conteneurs. C'est des acteurs qui ont des capacités de collecte assez importantes pour traiter des gros volumes. Un deuxième type d'acteurs, ça va être les associations locales. Dans leur vestiaire, dans leur boutique solidaire, vous pouvez venir faire des dons de textiles à ces associations-là, qui sont donc également collectrices. Vous allez aussi avoir les déchetteries, qui sont gérées par les collectivités, où il y a toujours une collecte séparative des textiles, souvent en conteneurs, et derrière, c'est un opérateur ou une association, justement, qui va venir assurer la collecte dans ces conteneurs-là. Et puis, ponctuellement, vous aurez des magasins, pas toutes les chaînes, mais certains magasins font aussi de la collecte de textiles.
Donc aujourd'hui, l'ensemble de ces acteurs sur le territoire français permettent de collecter annuellement, on est autour de 240 000 tonnes, je crois que le chiffre a été rappelé tout à l'heure. Donc c'est des volumes conséquents, mais avec le nouveau cahier des charges et le nouvel agrément de l'éco-organisme Refashion, on se donne des ambitions encore plus hautes que celle-là, à savoir d'arriver en 2028 à une collecte de 400 000 tonnes, je crois, pour 2028. Donc ça va demander de relever des enjeux assez importants dans les années qui viennent, à savoir le premier enjeu de pouvoir collecter plus, de densifier le maillage en points de collecte, d'augmenter nos capacités de collecte à tous pour adresser cet enjeu-là. Et puis un deuxième enjeu, ça va être aussi de rester dans le périmètre de la REP. Donc là, on parlait de quantité de gisements collectés, mais il y a aussi la qualité du gisement qu'on collecte. Il y a de plus en plus d'initiatives qu'on voit se développer qui sont autour de la collecte écrémante. Donc ça va être des collectes qui ne ciblent que la partie qualitative du gisement. On appelle ça collecte écrémante parce que c'est des initiatives qui vont cibler la crème, donc la qualité la plus importante de textile. Et donc ces collectes écrémantes, elles sont hors du périmètre de la REP. La REP, elle demande que tous les types de textiles, quelle que soit leur qualité, soient collectés. Là, on sort vraiment du cadre de la REP, donc c'est des volumes qu'on ne trace pas, qui ne rentrent pas dans ce qui est comptabilisé pour atteindre nos objectifs. C'est en plus des collectes qui vont fragiliser les acteurs existants, les acteurs historiques de la filière, puisque quand on baisse la qualité de ce qu'on collecte, nous, notre équilibre économique, l'équilibre de nos activités est plus difficile à trouver. Et puis c'est aussi des activités qui incitent en général à une consommation supplémentaire, une reconsommation de textiles, que ce soit en donnant des bons d'achat valables sur du neuf ou en ayant des applications, des plateformes de vente en ligne qui sont attractives et qui incitent à y revenir. Donc globalement, on est plutôt contre l'écrémage. Globalement, on est contre l'écrémage et surtout, elle est hors du périmètre de la REP. Et nous, on souhaite rester dans le périmètre de la REP. Donc ça va être un défi à relever, d'augmenter la collecte au sein de la REP dans les années à venir pour avoir plus de visibilité sur ce que deviennent les textiles usagés en France. Alors il y a quelque chose aussi où on est plutôt contre, du moins qu'on essaie de lutter, c'est les mauvaises collectes, c'est-à-dire les mauvais usages aussi, notamment par les ordures ménagères. Là, on revient justement dans, on va dire, le réflexe, l'attitude, la responsabilité aussi du consommateur, qui peut avoir tendance aussi à jeter dans ces ordures ménagères, surtout des produits qu'il considère comme étant des produits à faible qualité, finalement. Alors là, on n'est pas dans la crème de la crème, on est dans l'inverse. Dans l'inverse, au contraire. Et justement, c'est l'un des objectifs, c'est de capter tout type de qualité de textile pour que ça ne finisse en effet pas dans la poubelle noire qu'on a chez nous et que ça passe par nous. Et donc, on collecte tous les types de qualité, en effet. Parce que pour bien comprendre, on pourrait se dire qu'à d'école, ce que personne ne fait ici, évidemment, d'acheter un t-shirt à moindre prix à 3 € sur une plateforme. Quand on a ce t-shirt-là, on sait très bien qu'on l'a acheté peu cher. On ne va pas revenir sur les conditions dans lesquelles il a été fabriqué. Et on peut avoir tendance à se dire qu'il n'y a pas de valeur du tout dans cet objet. Donc, je le jette justement à la poubelle parce que je considère que, en plus, c'est abîmé au bout de 3 semaines, etc. Or, ce textile-là, même à faible qualité, il est utile. Il est utile, tout à fait. Nous, on le collecte. Justement, la question qu'on nous pose souvent, c'est s'il est déchiré, abîmé, taché, est-ce que je le mets quand même dans un conteneur, par exemple? Est-ce que je peux quand même le donner à une association? Et oui, tout à fait. On prend aussi ces textiles-là et on les valorisera d'une façon ou d'une autre, notamment vers des voies de recyclage. Merci beaucoup Pierre. On poursuit avec vous avant de donner la parole à Athème. Alors une fois qu'on a collecté, on l'a compris plus ou moins bien, mais on va opter plutôt pour le plus que pour le moins bien. Il faut donc passer par la phase essentielle du tri, parce qu'une fois qu'on a tout, il faut quand même trier. Comment il s'organise cette phase de tri? Comment elle s'organise? Effectivement, quand on arrive, puisque cette collecte en général, elle est à la charge du collecteur ou de l'opérateur. Le niveau du soutien de la REP, il n'intervient pas à ce niveau-là, il va intervenir au niveau du tri. Donc quand on a un tonnage de vêtements collectés, ben on peut déjà, au début, on va se gratter la tête pour savoir comment je vais faire pour trouver une valeur suffisante à ce tonnage pour payer les frais. Et donc, c'est le tri. Et le tri, c'est le cœur de la filière. Et le tri, en fait, schématiquement, il consiste à ouvrir le sac, à regarder tous les vêtements pièce par pièce et à décider si le vêtement va être réutilisé, donc une deuxième vie, réemployé, réutilisé, donc une deuxième vie en vêtements. Il va faire une deuxième vie en vêtements, ce que j'expliquais tout à l'heure, qui est beaucoup moins polluant et beaucoup plus écologique que d'utiliser un vêtement neuf. Et cette première partie-là représente globalement 50 à 60% de ce que nous collectons. Ces 50 ou 60% vont aussi pouvoir être mis sur le marché à une valeur assez élevée qui va devoir faire face, bien sûr, on a vu, au coût de collecte, mais aussi au coût du tri qui a été mis
et en plus au coût du recyclage. Parce que ce qui n'a pas pu être réutilisé en vêtements, on va forcément chercher une solution de valorisation et c'est ce qu'on appelle le recyclage. Donc en gros, tout ce qui est en coton, c'est relativement facile entre guillemets. Le coton, ça peut faire un chiffon d'essuyage parce que ça essuie bien. Ça peut faire un isolant thermique parce que justement il est en coton, thermoacoustique. Ça peut faire... Donc le coton, c'est facile. Après, on a les produits synthétiques qui sont plus compliqués. Et plus on va aller loin, plus ça va être compliqué parce que des opérations de recyclage sont tout à fait possibles, mais à une condition, et on peut trouver beaucoup de solutions possibles pour faire des produits avec des fibres recyclées, mais à une condition, c'est de pouvoir identifier avec une grande précision la nature de la fibre qui constitue le vêtement, voire sa couleur. Si on sait trier par couleur et par nature de fibre, et dire à quelqu'un qui va être un industriel, qui va refaire des raquettes de ping-pong, qui va refaire du fil, qui va refaire des tapis, qui va faire je ne sais pas quoi, eh bien, il a besoin de savoir ce qu'on lui livre, si c'est fait avec 70% d'acrylique, 10% de coton, 10% de laine ou pas. Et cette phase-là, c'est un peu le grand pari des années qui viennent. Aujourd'hui, industriellement, techniquement, en tout cas à la main, c'est pas possible puisque ça coûte beaucoup trop cher. C'est faisable techniquement, mais à un coût qui est prohibitif. Et donc la suite, c'est de trouver le moyen d'industrialiser ce tri par catégorie de fibres et par couleur. Donc une fois, donc ça donne tout le volet de à quoi sert le tri. Premièrement, à extraire tout ce qui peut être réutilisable, et c'est ça qui va donner l'équilibre économique de la filière. Et puis au recyclage. Et comme le recyclage coûte, eh bien, c'est là, à cause de ça, enfin, à cause ou grâce à ça, qu'a été mis en place une éco-contribution et une REP pour venir combler ce coût qui ne peut plus être couvert par des vêtements passés en réutilisation. Voilà le tri. Merci d'avoir rappelé la responsabilité élargie du producteur. REP, ça c'est pour vous, hein. Comme ça va rentrer. Atel Sedkaoui, je le rappelle, vous êtes président de la Fédération de la mode circulaire. Non, pas du tout ? Je suis responsable de la filière. Eh bien, ce soir, vous êtes président aujourd'hui. Voilà, c'est une annonce qu'on voulait faire, c'est un cadeau. Merci. Organisé par Fédérec. Voilà, alors monsieur le président, bienvenue, si je peux me permettre. Donc justement, en tant que stagiaire de la... Exactement. De la mode circulaire. Quel est justement le rôle de la mode circulaire dans cet écosystème ? En fait, la Fédération de la mode circulaire et l'économie circulaire prend l'ensemble des aspects de la filière, à savoir, il faut essayer de mettre en place un dispositif qui permette à un moment donné d'éviter donc de la prévention, de l'éducation auprès du consommateur, de mettre en place des dispositifs qui permettent de capter ce qu'on vous a expliqué, de trier, et tout le rôle des acteurs du tri qui est essentiel pour qu'il y ait une dynamique, et par la suite de trouver des nouvelles voies ou de revalorisation. Quand je dis revalorisation, ce n'est pas au sens du déchet, mais de trouver l'upcycling, du surcyclage, de la valorisation matière et des voies de recyclage qui sont un peu plus techniques. C'est le rôle qu'on doit tous ensemble arriver à mettre en valeur et faire en sorte que cette filière perdure. Historiquement, je ne vais pas faire l'histoire de Fédérec, mais la fédération du recyclage, elle est issue de deux grandes familles, les métaux, mais aussi le chiffon. Donc les chiffonniers étaient à l'origine même de la création de la filière et de Fédérec. Voilà, donc c'est on est retour aux sources. Voilà, ouais. On est historique, et avant, on fabriquait du papier à partir du textile, il y avait plein d'usages, et on avait des métiers qui étaient connus. Simplement, l'industrie existait en France, et aujourd'hui, elle a été délocalisée, donc il faut trouver des nouvelles voies. Voilà, vous êtes historique et aussi d'avenir, puisqu'on a compris effectivement que la mode circulaire, c'est un enjeu important. Merci pour ce rappel. On va poursuivre et je vais me permettre de définir les hiérarchies des modes de traitement des déchets qui est défini par le droit de l'environnement. Vous allez me dire si je me trompe. Donc voici son classement par intérêt environnemental du meilleur au moins bon usage. Donc l'évitement, évidemment, ça c'est encore la meilleure des choses. Pas de déchets produits, produits usagés réparés. Le réemploi, la réutilisation, on va y revenir, ça a été évoqué. On va rentrer dans les détails. Le recyclage. Voilà, on y est, la valorisation énergétique et l'élimination sans valorisation énergétique. Voilà, donc ces 5 points, Maudardi. Sur la réparation,
on peut évoquer les objectifs du fonds réparation, donc, qui est, je crois, assez actuel. Quel est l'intérêt, comment s'active ce levier fonds réparation ? Alors le fonds réparation, c'est une nouvelle disposition du cahier des charges. Encore un mot magique de notre filière, le CDC, cahier des charges. C'est comme ça dans votre vie quotidienne quand vous rentrez à la maison ? Tous les jours. D'accord. Tous les jours, tous les jours. Donc le cahier des charges, c'est ce fameux cadre légal que nos deux ministères d'agrément, ministère de la Transition écologique et ministère de l'Économie, ont écrit pour nous, la filière textile, pour les 6 années à venir. Et dans ce nouveau cahier des charges, on a une nouvelle disposition qui s'appelle le fonds réparation, comme vous l'avez tout à fait justement dit, qui est introduit par la loi AGEC. Et ce fonds réparation, son objectif... AGEC, bien joué. Oh, bien joué. AGEC, interro, AGEC. Vous ne le savez pas, moi, celui-là. Non, hein, AGEC, il faut une anti-sèche, vite, vite, vite. Donc AGEC, c'est anti-gaspillage, économie circulaire. Donc ça a été une loi fondamentale qui a été promulguée en février 2020 parce qu'elle va donner des perspectives extrêmement ambitieuses à l'ensemble de la filière textile, mais pas que, également le meuble, également les appareils électriques. Bref, toutes les filières de biens de consommation vont avoir des ambitions très, très poussées pour amoindrir les impacts environnementaux de tous ces produits. Donc si on revient sur la réparation, cette fameuse loi AGEC prévoit que les filières où il y a une réparation possible des produits doivent prévoir d'inciter le citoyen à réparer plutôt que d'acheter un produit neuf. Et comment est-ce qu'on incite le citoyen à réparer ? En lui faisant prendre conscience que son produit, et en l'occurrence chez nous, son vêtement, son linge de maison ou sa chaussure, peut être réparé. Et on va inciter financièrement le citoyen à aller vers un réparateur labellisé, un cordonnier, un retoucheur, pour pouvoir faire réparer son vêtement. On a un objectif très ambitieux, puisqu'il faut qu'à l'issue de nos 6 années à venir, on arrive à faire progresser de 35% le nombre d'articles qui seront réparés grâce au fonds réparation. Non, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tous vécu, ça. C'est-à-dire qu'on a un vêtement auquel on tient, on se dit tiens, on va essayer de le faire réparer, on se rend compte le coût de la réparation est plus cher qu'un achat neuf. Donc on a parfois tendance à dire bon, je vais prendre du neuf, je vais gagner du temps, etc. Donc c'est important de redonner déjà de la valeur au produit. Et là on revient au côté de l'histoire aussi, le côté émotionnel aussi qu'on peut avoir à un produit initial, que ce soit même un chiffon, hein, peu importe le produit. Et puis d'avoir une aide effectivement pour améliorer, en tout cas réduire le coût de cette réparation. Le réemploi, avec vous, Loana ? On y va sur ce réemploi. Quels sont également les objectifs et les calendriers du fonds réemploi ? Du fonds réemploi. Alors c'est un deuxième fonds, comme l'évoquait Maud, qui a été prévu par la loi anti-gaspillage économie circulaire. Donc l'idée, c'est, vous rappeliez la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Le réemploi est quand même considéré comme l'une des solutions les plus vertueuses juste après la réparation par les particuliers. Et donc c'est un fonds qui se donne l'ambition d'améliorer les performances environnementales de la filière en maximisant le réemploi. Donc, il va être ouvert à tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui sont les acteurs historiques du réemploi. Donc, c'est prendre des vêtements qu'on trie, qu'on remet en vente dans nos boutiques. Et ce fonds-là, c'est donc donner les moyens à ces acteurs de pouvoir ouvrir des nouvelles boutiques sur le territoire pour pouvoir proposer plus de produits de seconde main à la vente, d'améliorer l'image de nos espaces de vente qui sont parfois un petit peu décriés. C'est de mener des actions de réparation et d'upcycling pour justement faire passer des produits qui seraient partis en réutilisation ou au recyclage en réemploi local en France. Donc c'est un fonds qui prévoit d'accompagner ces acteurs-là pour augmenter le réemploi actuellement, ici. Sachant qu'aujourd'hui, sur tout ce qu'on collecte, la part réemployée effectivement en France, donc localement, est de 5%. Donc c'est vraiment la petite partie, cette crème pour laquelle on a tous des vues sur cette crème-là, c'est que 5%. Et l'objectif du ministère en 2028, il ne le présente pas tout à fait comme ça, donc je remanie un petit peu les chiffres, mais ça serait de passer de 5% à 8 à 10% de réemploi local en France. Vous faites déjà un remaniement ministériel de définition. Pour comparer des choses comparables. Sinon, ça ne compare rien voilà, aux 5%. Vous ne vous permettrez pas, effectivement, ce remaniement. Atabet Sadkaoui, justement, comment et pourquoi on réutilise un vêtement ? Comment on fait ? Et c'est vrai que pourquoi... Enfin, je parlais tout à l'heure de la facteur émotionnel, mais il y a aussi d'autres leviers, j'imagine. Pourquoi on réemploie un vêtement ou on le répare ? C'est parce qu'on en a besoin. D'abord, c'est l'usage qui fait la nature même de l'évolution de ce qu'on va mettre en place. Aujourd'hui, pour rappel, on est tous autour de la table. Ça veut dire qu'il y a des acteurs privés, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, l'éco-organisme. Je voudrais juste mettre en lumière qu'on a travaillé en coordination, comme l'avait rappelé Pierre Duponchel tout à l'heure, et que c'est une phase de concertation. L'ensemble de l'enveloppe qui a été mise en place par la loi AGEC doit couvrir
ces aspects-là. Pourquoi on réutilise? Parce qu'on en a besoin, pas pour autre chose. On va réutiliser pour éviter qu'un produit aille dans une filière de traitement, que ce soit de la valorisation énergétique ou de l'enfouissement, parce que ça a un coût, parce que ce n'est pas naturel que de jeter ce typologie de produit qui a peut-être une autre application par des voies de recyclage. Juste pour un petit rappel, on a encore dans nos poubelles, ce que vous rappeliez tout à l'heure, aux alentours de 9,5 kg par an par habitant. Cette masse, si on regarde, et encore, je ne compte pas les 10 kg ou 12 kg que nous avons dans nos placards dont nous n'avons pas usage. Donc si vous mettez tout ce scope entre ce qu'on récupère, ce qui existe dans les poubelles, ce qu'on a encore dans nos placards, on est en capacité, grâce à la filière, de créer des nouveaux centres de tri, de créer des emplois, de créer des filières de recyclage. Donc l'accompagnement qui est fait en coordination avec le législateur et l'éco-organisme met en lumière que les opérateurs peuvent éviter et notamment réemployer pour que l'usage continue et la deuxième vie. Alors après, effectivement, il y a des filières, on le rappelait tout à l'heure, qu'on ne peut pas vivre, avec la masse que nous produisons sans exportation. On ne peut pas. Aujourd'hui, c'est un secteur d'activité qui vit, comme on l'a rappelé, avec 60% de cette matière-là qui a pour vocation d'être réemployée, et entre 55 et 60 selon les centres de tri. Et c'est ce qui génère la sécurité de l'activité. Après, on a le soutien qui vient combler ce manque parce que vous avez des produits, il y a le coût d'approvisionnement, le coût de préparation et de tri. Et après, vous allez avoir un coût supplémentaire de préparation de matières qui doivent aller vers le recyclage. Juste pour rappel, la filière textile, aujourd'hui, c'est du plastique. Donc, en grande partie. Donc, quand on fait la corrélation avec les métiers de Fédérec et les valorisations à venir, c'est une stratégie globale qu'on doit intégrer dans le cadre de Fédérec, à savoir la filière textile a une vraie vocation pour permettre à d'autres filières, qui sont les filières plastiques, d'avoir une deuxième vie, et il faut trouver le lien. Et le boulot qui est fait par les trieurs, par les surtrieurs, va être de préparer ces matières pour qu'elles aient un usage autre que le réemploi, mais qui est par nature celui qu'on privilégie. Évidemment, c'est bien de rappeler effectivement le plastique qui était la matière forte de l'édition de l'année dernière de chez Fédérec. Donc on voit le lien effectivement entre la plastique et aujourd'hui le textile. Peut-être un mot à rajouter, Pierre, par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui, sur la réutilisation et l'export, effectivement, économiquement, c'est indispensable de pouvoir mettre sur le marché des vêtements de seconde main, aussi bien en France que dans les pays consommateurs à faible pouvoir d'achat et qui cherchent à se rhabiller avec des vêtements de qualité à pas cher. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit faire n'importe quoi. Donc là, je ne vais pas m'étendre sur tout ce qui se fait. Et pour revenir un petit peu sur les images qu'on peut voir, les images négatives qu'on peut voir, et je dis, c'est attention, ne faisons pas un raccourci trop rapide en disant c'est les vêtements qu'on envoie à l'exportation qui sont la cause des décharges constatées dans les images. Et en plus, j'ajoute, et là on peut parler de ce qu'on connaît, avec la spécificité française. Justement parce qu'il y a la REP qui a été mise en place, le soutien au tri, pour percevoir un soutien au tri, il faut respecter un cahier des charges précis qui est contrôlé justement dans tout ce qu'on vient d'expliquer. Ça, je le mets en réutilisation ou en réemploi. Ça, je le mets en recyclage. Et il faut démontrer que ce travail est fait. Si bien qu'il y a une forme de contrôle, il n'y a pas seulement une forme, mais il y a une sécurité sur le fait que les produits en France, du fait du soutien et de la REP, bien, on peut garantir que c'est des vêtements qui ont été triés et préparés à partir d'un déchet de collecte. On a extrait des vêtements de seconde main, on n'est plus des déchets, c'est sorti du statut de déchet. On a extrait des vêtements de seconde main qui vont pouvoir être reportés dans le pays d'arrivée et être en concurrence avec des produits neufs, bien souvent qui viennent d'Asie ou etc. Et donc, supprimer ce marché-là sur une simple réaction qu'on peut comprendre
à des images catastrophiques serait aussi générer une autre catastrophe qui ne résoudrait d'ailleurs pas le problème, puisque si les vêtements de friperie, donc les vêtements de seconde main qui sont vendus sur les marchés ont aujourd'hui un essor, c'est parce qu'ils sont recherchés prioritairement aux vêtements neufs de basse qualité qui viennent d'Asie. Si on enlève ces vêtements de seconde main, les gens devront quand même se rhabiller, ils achèteront quand même des vêtements, ils achèteront des vêtements qui, à bas prix, de qualité neuve à bas prix, venant d'Asie ou d'ailleurs, et les décharges augmenteront encore plus vite. Donc le problème des décharges est un vrai problème qui relève d'un problème de gestion des déchets dans le pays d'arrivée. Alors peut-on faire quelque chose, nous ou pas, mais c'est le vrai problème, il est là. Et même un vêtement neuf qui a été porté et dont les gens vont se débarrasser, en France on peut se débarrasser dans un conteneur, en Afrique il n'y a pas de circuit en Afrique ou ailleurs, il n'y a pas de circuit de récupération. C'est la destination finale, quoi. Donc en fait, dire que les décharges, la cause des décharges, c'est le vêtement réutilisé, le vêtement neuf, est une profonde erreur. Et vraiment, s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. Nous exportons du vêtement de seconde main, mais nous exportons du vêtement au même titre que d'autres exportent des vêtements neufs. Et si nous arrivons à les exporter, s'ils sont achetés, c'est qu'ils correspondent à la demande du pays d'arrivée. Ce ne sont pas des dons, on est dans un acte d'achat. Donc si les gens veulent acheter, c'est qu'ils y trouvent quelque chose. Oui, vous rappelez effectivement la chaîne de valeur, finalement, la chaîne de valeur de ce qui est exporté, qui n'est pas un déchet, mais qui est un vêtement, donc qui a une valeur, et qui trouve justement un acheteur qui va percevoir la valeur pour la redistribuer, la revendre ailleurs. Athème, je sens que vous voulez réagir. Oui. En fait, on est soumis à la Convention de Bâle. Et donc, le rappel, on n'exporte pas de déchets, on exporte des produits. Quand on va exporter un déchet, c'est dans une zone qui a pour vocation de mettre en place un dispositif qui va permettre, en fonction des conditions économiques et environnementales du pays, de mettre en place le dispositif de valorisation, de recyclage et de réemploi. Juste pour rappel, quelques chiffres. En France, on est à 715 000 tonnes. Aujourd'hui, avec 2% de la collecte, c'est-à-dire les 245 000 tonnes qu'on évoque, on peut habiller 100% des personnes qui sont en situation de SDF, 4 saisons. Donc aujourd'hui, les 98 autres %, on va trouver des filières. Il y a les 5% de parties qui vont servir à faire la crème ou le réemploi. Et on a tout un autre pan de notre activité qui va se mettre en place. Le recyclage est la voie qui va devenir importante, je rappelais tout à l'heure par rapport au plastique, mais aussi pour deuxième raison, c'est que la qualité des produits qui nous sont mis à disposition aujourd'hui baisse. Cette qualité baissant, on a plus vocation à ne plus les utiliser en réemploi. Et c'était l'exemple du t-shirt à 3 € qui a moins bonne qualité que celui dont le fil est beaucoup plus épais, la qualité du produit est meilleure. Et donc du coup, on va mettre en place des dispositifs qui vont permettre de pallier à cette évolution. On doit aller chercher 150 000 tonnes complémentaires d'ici 6 ans. Ces 150 000 tonnes, c'est l'équivalent aujourd'hui, si on prenait l'exemple des centres de tri existants, de 30 centres de tri complémentaires. Création d'emplois sur le territoire, création de valeur et exportation, puisque les balances commerciales, ça compte quand même dans la partie économique, mais aussi une part de prise de conscience des consommateurs, parce que on ne peut pas se passer du neuf pour avoir de la seconde main. Et on ne peut pas se passer à terme du recyclage pour avoir des produits vertueux. Donc ce maillage va permettre demain d'aller un peu plus loin dans la démarche. Et les voies de recyclage sont en pleine évolution. On va peut-être en parler. Mais, en nous projetant vers 2050, c'est ça ou dans les... Non, je pense qu'on a quand même des étapes intermédiaires. Il y a quand même des projets qui sont mis en place aujourd'hui avec des investissements majeurs de l'ordre d'1 milliard pour certaines unités industrielles. Il y a le projet d'Eastman, il y a le projet de Loop, il y a les projets de Carbios, il y a Renaissance Textile, il y a plein d'acteurs sur le recyclage mécanique qui existait en France et qui existe et qui se met en place, le recyclage chimique, le recyclage enzymatique et biochimique, avec des savoir-faire français.
à la fois de chimie verte, à la fois d'industriels. Et le relais est un C'est vrai exemple. que ça fait peur comme ça, recyclage chimique enzymatique. Hein. C'est des enzymes qui sont produites à partir d'algues ou d'autres typologies de composantes. Donc, mais le relais, par exemple, a une matière qui, aujourd'hui, avec Minorecyclage ou l'entreprise de valorisation sur la métisse, est un des acteurs majeurs de cette partie-là, avec des débouchés en boucle ouverte ou en boucle fermée. Pour aller vers la boucle fermée, on va avoir des enjeux d'investissement lourds. On a des gros investissements à venir. Refashion est là pour accompagner sur les démarches de R&D, puisqu'il y a tout un pan de R&D qui est prévu dans le cadre de l'agrément et de la loi AGEC, qui va servir les investissements. Donc des gens qui ont des projets industriels, que ce soit sur les plastiques ou que ce soit sur des capacités de tri, le spectro, la capacité à séparer les matériaux pour préparer une matière qui est conforme à un cahier des charges que va nous mettre à disposition des gens qui vont arriver avec des investissements. On a dans le cahier des charges un périmètre de 1000 km et 1500 à partir du centre de tri pour trouver les filières. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va trouver des filières de proximité et des filières qui vont créer des emplois durables. Durables parce que on va pousser les metteurs sur le marché, dans le cadre incitatif pour revenir à l'éco-contribution, à mettre en place des produits issus du recyclage pour faire cette boucle fermée. Aujourd'hui, tous les exemples qu'on a, c'est le PET qui devient textile et qu'on réinjecte à l'intérieur du polyester textile. C'est une bonne chose, mais si je reprends l'exemple du PET bouteille, aujourd'hui, le PET bouteille, on est en manque pour la filière elle-même de recyclage des bouteilles pour bottle to bottle. Donc, si demain, on nous incite à aller chercher des nouvelles filières, il faudra recycler le textile. On l'a compris. Vous voulez... rapidement, vous m'avez promis, Pierre, Non, parce qu'à un moment donné, il faut redistribuer. Je ne vais pas insister parce que en fait, je revenais un peu sur le sujet d'avant pour dire, parce que quand même, ma marotte, vous l'avez compris. Pas les idées reçues encore, Pierre. Vous l'avez compris, c'est toujours ce problème d'arriver à convaincre que la réutilisation et l'exportation est quelque chose de vertueux. Dans les aspects vertueux, il y a la création d'emplois. Il y a des millions d'emplois en Afrique qui vivent de la distribution et de la friperie, même de la réparation. À tel point, à titre d'anecdote, par exemple, il y a quelques années, il y a 3 pays d'Afrique qui avaient conclu avec la Chine un accord. La Chine s'engageait à racheter tout le coton de ces pays-là pour alimenter ses industries textiles et en contrepartie demander de pouvoir vendre ses vêtements neufs. Et pour pouvoir vendre ces vêtements neufs qui se vendent sur les mêmes marchés que ceux de la vêtement d'occasion, ils ont demandé à ces pays de surtaxer les importations de vêtements d'occasion, ce que les États ont fait à cause de leurs engagements. Il n'a pas fallu 2 mois de manifestations de tous les gens qui vivaient de la friperie pour que les États concernés soient amenés à rebaisser leurs taxes et à réouvrir le marché du vêtement d'occasion. Donc il y a un impact social de la vente de vêtements d'occasion de seconde main en Afrique qui est énorme. Et si on l'arrête du jour au lendemain, on va créer des drames sur le plan social dans ces pays-là. Parce qu'il y aurait effectivement une forme de rupture. Le Kenya, pour revenir... Rapidement, parce qu'il faut en avoir distribué. Non, mais sur le Kenya, par exemple, c'est 1 million de personnes qui vivent, ce que disait Pierre, grâce en emploi direct et indirect, grâce au textile de seconde main. Merci pour cet exemple chiffré et géolocalisé donc, au Kenya. Luana, il y a aussi quelque chose qu'on voit dans les usages, pour revenir aussi dans les usages contemporains. Je crois d'ailleurs qu'il y a une campagne d'Emmaüs en ce moment qui tourne actuellement sur les réseaux sociaux et qui notamment sur Vinted, pour encourager finalement les gens à continuer à aller apporter chez Emmaüs leurs vêtements. En quoi Vinted est un acteur donc nouveau, enfin qui a quelques années maintenant, parce que quelque part on pourrait se dire que ce produit qui va être revendu participe aussi dans une forme de nouvelle économie de seconde main, etc. En quoi c'est gênant pour vous? Ça a véritablement fait baisser justement les dons
au sein des différents Emmaüs? Oui, c'est quelque chose qu'on observe. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'en fait ces initiatives-là, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, elles vont favoriser le réemploi, l'économie circulaire du textile, mais en fait comme elles ne s'intéressent que à la partie la plus qualitative du gisement, encore une fois, nous on entre en concurrence directe avec ça. Donc on ne voit pas une baisse en quantité des dons qui nous parviennent dans les associations Emmaüs, et je pense que d'autres réseaux associatifs comme le Secours catholique, la Croix-Rouge auraient le même discours que nous, les ressourceries. Mais ce qu'on voit, c'est une baisse de la qualité des dons. Or, c'est cette qualité-là qu'on propose dans nos espaces de vente qui nous permettent de générer des revenus pour ensuite financer nos activités de solidarité, en fait, nos actions de solidarité. Donc, il y a un vrai enjeu pour nous de réussir à capter cette qualité-là et de la reproposer dans nos boutiques solidaires. Oui, parce qu'effectivement, c'est-à-dire que les gens qui considèrent que ce produit a de la valeur, dont ils veulent se séparer, ils vont tendance à le valoriser, à le vendre, et puis ce qu'ils ne peuvent pas faire, ils le donnent, quoi. Voilà, c'est là où tout à ça fait. devient pénalisant pour vous. Et justement, comment cette campagne elle a été pensée? Elle a été pensée sur revenir sur l'action même du don, c'est ça, essayer de valoriser, Exactement. au lieu de gagner 2-3 euros, de se dire, bah, tiens, finalement, le geste que tu vas faire, il a plus de valeur, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est de rappeler, donc je porte le t-shirt de la campagne aujourd'hui justement. L'idée, c'est de rappeler que se séparer d'un textile, c'est vraiment faire un choix aussi de la valeur qu'on veut qu'il porte une fois qu'il a une vie après nous. Donc soit on le revend et on se fait en effet un revenu de quelques euros en le vendant sur une plateforme de l'économie lucrative, soit on peut lui donner une valeur de solidarité en le remettant à une association, en le confiant à cette association qui va permettre derrière de créer de l'emploi, de créer des valeurs de solidarité et de créer de l'activité pour plein de personnes en aval. Et donc, elle a été pensée, cette campagne, justement pour rappeler à des jeunes publics qui connaissent un petit peu moins Emmaüs, un petit peu moins son projet social, qu'on n'est pas obligé de passer par la vente, en fait, qu'on peut aussi passer par le don et que ça a une signification. Voilà, sans parler effectivement de la taxe ou de la prise qui va être faite par l'intermédiaire, en l'occurrence ici la plateforme, qui là sort complètement de nos circuits. Maud, par rapport justement à la REP, on voit qu'elle s'étend aussi, cette REP. Il y a aussi une progression de ce périmètre. Oui, effectivement, le cadre réglementaire s'est énormément accru sur cette nouvelle période d'agrément et c'est un travail qui nous a demandé pas mal d'efforts. Et Pierre le mentionnait tout à l'heure, ça a été un travail de concertation vraiment riche qui nous a permis pendant à peu près 8 mois, à peu près 8-10 mois, de remettre un petit peu tous les fondamentaux sur la table et de comprendre quels étaient les enjeux de notre filière. Et vous l'avez rappelé, le titre de la table ronde, c'est est-ce que les enjeux qui sont les nôtres, on va réussir à y apporter une réponse? Et je crois que oui, je crois que ce cahier des charges ambitieux va nous permettre, nous, éco-organismes, avec l'écosystème, d'aller vers une filière avec beaucoup de progrès, à la fois en termes de collecte, on en a parlé, de tri, de valorisation. Le recyclage est un des enjeux majeurs des 10 prochaines années. Il faut qu'on arrive à créer en Europe une industrie du recyclage qui va nous permettre de valoriser les vêtements qui ne sont plus ni réemployables ni réutilisables. Donc c'est une ambition forte. Et les metteurs en marché, qui sont, vous l'avez compris, ceux qui financent le dispositif REP, vont être appelés à financer tous ces dispositifs. Et on a fait des modélisations financières qui montrent qu'on va avoir à peu près 1 milliard d'euros payés par les marques sur la période 23-28 pour permettre de mettre en place tous ces dispositifs nous permettant d'arriver à atteindre les objectifs vertueux. Une petite question presque dans la philosophie des usages, puisqu'on a parlé de fast fashion, on peut évidemment parler d'ultra fast fashion maintenant, puisqu'on s'est accéléré 10 ans après d'ailleurs le drame de 2013. On voit comment des plateformes comme Shein, par exemple, plateforme chinoise, proposent des produits à faible qualité, on prend, on ramène, on renvoie en 3 clics, etc. On imagine que ces entreprises sont donc des producteurs aussi, puisqu'elles exercent sur le sol français, puisqu'on va rappeler que ce n'est pas forcément la nationalité qui est soumise au règlement, mais bien le terrain de l'exercice, en l'occurrence en France. On a quand même du mal à voir comment on va pouvoir, avec ces outils législatifs, aussi combattre une industrie massive, mondialisée, qui va forcément toujours continuer à toucher un public, puisqu'on est en plus dans une crise du pouvoir d'achat. On va se dire, bah, finalement, pour 2 euros sans bouger de chez moi, je vais avoir un produit, il me plaît pas, je le redonne. Donc comment on arrive à prendre en compte justement ce phénomène-là et puis tenter de le combattre. Ça, c'est un sujet majeur qui nous occupe au sein de l'éco-organisme. C'est comment est-ce qu'on peut à la fois travailler avec les marques, donc les metteurs en marché, les producteurs, pour les engager sur des démarches d'éco-conception. On a parlé des éco-modulations, qui sont un véhicule et d'incitation et de pénalisation, donc à la fois les primes et les pénalités. Donc ça, c'est le premier levier, travailler à la pédagogie des marques. Et puis le deuxième levier, c'est le citoyen. C'est nous, en tant qu'acteurs, en tant que consommateurs, chaque geste d'achat
d'achat est un geste économique, politique et social. Donc il faut qu'on soit aussi conscient qu'on a un vrai rôle à jouer dans cette consommation de vêtements et de chaussures. Il faut qu'on soit responsable de nos achats et il faut qu'on arrive à avoir cette perspective globale de l'économie circulaire. On ne peut pas acheter indéfiniment des produits, il faut réparer ce qu'on a déjà, permettre de faire une circulation entre consommateurs. Oui, parce qu'on est d'accord que le maître mot, ça reste aussi une forme de sobriété. Sobriété dans les usages, parce qu'on l'a vu dans les échelles justement de comportement, et encore plus aujourd'hui. Bon, consommer à tout prix, on en est revenu finalement, et c'est ça qu'il faut arriver, j'imagine, le CIATEM à faire comprendre. Tout à fait, mais en plus, on a peut-être la possibilité de mettre en place des dispositifs européens, comme une taxation carbone à l'entrée pour des produits non vertueux, comme peut-être des applications du style la norme REACH quand on fait la traçabilité. Donc il y a aussi tout un travail sur le contenu, le contenant et la traçabilité du produit. Donc si on s'aperçoit que Chine ou autre marque a mis des produits chimiques qui ne sont pas conformes aux législations de la mise en marché européenne, on peut bloquer certaines typologies de produits, mais pas tous. Et effectivement, on est dans une situation où le consommateur, dans certains cas, regarde son portefeuille, dans d'autres cas, regarde les aspects environnementaux, et dans d'autres cas, on a la possibilité de se dire, ben voilà, moi je suis dans une autre démarche d'usage seconde main, don, approche plus vertueuse, et historiquement, l'enfant, on faisait souvent du don à frères, sœurs. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait les mêmes produits. On a, je sais pas, moi je vois pas mon fils porter un de mes fringues aujourd'hui. On n'est pas sur les mêmes marques, voilà. Ça serait un peu trop grand quand même pour lui, surtout un costume de président maintenant. En tout cas, on revient quand même dans une forme de convergence par rapport à ce que vous expliquez sur le pouvoir d'achat, c'est que cette sobriété, finalement, on peut rencontrer plusieurs publics différents. C'est-à-dire effectivement le public aussi de gens qui ont un pouvoir d'achat limité, qui vont se dire, bah voilà, le réemploi, la réutilisation, le recyclage, c'est finalement meilleur aussi pour moi. Et puis d'autres qui vont avoir quelque part le temps de s'interroger aussi sur leur action politique, et puis vouloir faire un geste, comme vous le disiez, avec une action un peu citoyenne ou environnementale. Mais tout ça, pour que ça fonctionne, il faut que ça parte déjà du produit, qui doit être de la meilleure qualité possible. Sinon, là, on arrive à un produit en fin de vie qui arrive très vite. Nous, on arrive en fin de table ronde, donc le début de l'ouverture de vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à nos invités. Voilà. Une question. Alors déjà, pouvez-vous nous rappeler ce que c'est que la REP ? Merci. Responsabilité élargie du producteur. Catherine Moncel, l'éco-circulaire, c'était juste une petite remarque par rapport à ce que vous avez mentionné sur le fonds, enfin sur le 1 milliard d'euros. Ça concernerait le fonds réemploi et réparation ou juste réparation ? C'est l'ensemble en fait des dispositions légales du cahier des charges. Donc c'est le financement non seulement des deux fonds, donc fonds réemploi, fonds réparation, mais également le financement des soutiens qui sont versés aux opérateurs de tri, également les soutiens versés à la R&D, également pardon ? Oui, pardon. Également, tout ce qui va être la mise en place de ce dispositif. Donc, c'est l'enveloppe globale pour financer l'ensemble du dispositif. Okay. Et à ce sujet, je voulais savoir... Et donc, pour finir, pardon Catherine, ça, on l'a bien compris, de l'argent qui est de l'argent payé par les marques. Donc, il n'y a pas d'argent public du tout dans la REP. Par rapport à ce sujet, vous parliez aussi de labellisation. Voilà, vous êtes en cours de labellisation sur justement la réparation, sur les acteurs de la réparation. Est-ce que vous pouvez préciser ? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà défini, à l'instar de ce qui existe par exemple sur le bonus réparation pour les équipements électriques et électroniques ? On est dans exactement la même démarche que sur les autres filières qui ont démarré le bonus réparation un petit peu avant nous. Donc on est sur un calendrier de mise en œuvre du bonus réparation plutôt à la rentrée, donc septembre ou octobre 2023. Et d'ici là, on commence l'ouverture des labellisations pour les réparateurs, donc cordonnerie et retoucherie, dans quelques semaines. On est en train de mettre en place tout le référentiel de labellisation, le système d'information qui nous permettra de labelliser les réparateurs. Ça va, Catherine, les réponses ? Ouais. TLC ?
Textile, linge, chaussures. C'est un sans faute, bravo. Martine Chartier. Oui, Maud, je voulais vous demander quelle est justement la relation que vous entretenez, vous, en tant qu'organisme, avec cette volonté d'avoir un peu plus de tri, de collecte, etc., de vêtements de qualité, avec les metteurs en marché. Comment ça se passe, justement? Parce que c'est quand même eux qui sont responsables d'un certain nombre de produits qui ne sont pas tout à fait réutilisables ou recyclables. Alors effectivement, ce sont les metteurs en marché qui mettent en marché les 3 milliards de pièces qu'on voit arriver tous les ans sur les différents lieux de distribution. Et donc notre rôle en tant qu'éco-organisme, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est de les inciter de façon plus ou moins incitative à travailler sur des produits qui vont avoir plus de durabilité, qui vont respecter des différents labels environnementaux et qui vont incorporer des matières recyclées. Et donc pour ce faire, on a à la fois énormément d'outils, énormément d'accompagnement, de sensibilisation pour toutes les équipes de développement produit. Et si ça ne suffit pas, on a cette merveilleuse invention qui s'appelle l'écomodulation et qui va nous permettre de mettre en place des primes et demain des pénalités. Autrement appelé le bâton. Est-ce que l'accueil est bon? L'accueil des marques sur les primes, ouais, super bon. Accueil au top. La loi, déjà, comment elle s'appelait, la loi? AGEC. Ok. C'est pour vous, AGEC. Hein. Je vous laisse. C'est pour ça que j'avance doucement. Laissez-vous le temps, voilà. Loi anti-gaspillage, économie circulaire. Bravo, bon, Oui, super. en fait, je n'ai pas tellement de mérite. Hein. Pascal Bartemeuf, je représente. L'initiative de cette loi. Oui, non, je ne revendiquerai pas. Non, je représente l'Alliance du commerce, donc un certain nombre de metteurs sur le marché, puisque l'Alliance du commerce fédère des organisations professionnelles qui représentent l'équipement de la personne. L'industrie, enfin les metteurs en marché en matière d'habillement et de chaussures. Donc voilà, on a les commerces de centre-ville et puis toutes les grandes enseignes de l'habillement et de la chaussure. Pour vous dire que oui, bien sûr, c'est une contrainte pour les entreprises, mais c'est aussi vu comme une opportunité. Et il faut savoir que toutes les enseignes, les grandes enseignes, se sont engagées, aux côtés de Refashion bien sûr, mais sont véritablement engagées dans ces démarches d'économie circulaire, de développement durable, et toutes ces préoccupations sont véritablement prises en compte par la profession. Au-delà, vous avez parlé des écomodulations, alors c'est sûr que les primes, c'est toujours quelque chose de très motivant. D'ailleurs, je pense qu'on n'est pas arrivé non plus au bout du mécanisme, puisqu'il reste un certain nombre de QCE, je vous laisserai en parler, que l'on peut ajouter d'ailleurs à ces primes, et ça aura tendance à se développer. Mais il existe également des informations qui sont mises à disposition des consommateurs au travers de fiches produits qui vont renseigner de plus en plus au fur et à mesure, en étant de plus en plus précis sur l'origine des différentes étapes. En matière de traçabilité, on a déjà des étiquettes de composition des produits, mais on va voir donc ces origines de produits et tout un tas d'informations en matière également d'incorporation de matières recyclées, de gestes de tri. Donc, vous voyez, on est tous dans le même objectif, et certaines entreprises sont déjà très, très avancées dans ces démarches. Merci beaucoup. Je ne dirais pas pour votre question, mais pour votre contribution au débat. Merci. Une autre, voire dernière question ou pas? Là, je vais vraiment dans les derniers rangs. Vraiment alors, les acronymes, là, on n'y est pas du tout. Non, ça va? Ici, pas de questions, je repasse. Je vous prépare au défilé, hein, voyez? Voilà, j'avance tranquillement. Non, c'est votre dernière chance, hein, vous savez. Faut pas. C'est la prochaine fois, c'est l'année prochaine. Hein. Frustration au niveau de nos invités, ou tout s'est bien passé, ou est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? C'est le moment à thème. Hein. La présidence, elle est là. Elle est là, la présidence. Non, je voudrais juste rajouter que aujourd'hui, on est là pour présenter ce qu'on fait, ce qu'on a fait et l'avenir. Et l'avenir pour demain, c'est que cette filière soit non exclusive, qu'elle intègre l'ensemble des parties prenantes, que les objectifs qu'on s'est fixés avec l'État, on essaye de les atteindre tous ensemble et les tenir. Et sur la partie recyclage, on a des vraies voies qui vont venir. Et l'accompagnement qu'on va avoir via FEDEREC, EURIC, le BIR,
qui sont des barrières pour que le commerce continue, pour que les exigences économiques, écologiques et environnementales soient tenues et que les metteurs sur le marché, qui sont les acteurs principaux de cette pollution, soient en adéquation avec le consommateur. Et que le consommateur demain, donc avec son usage, se dise « j'ai 30% de produits neufs, j'ai 30% de matières neuves qui peuvent provenir du recyclage et j'ai 30% de réemploi », on arrivera aux objectifs sur lesquels on pourra continuer à faire en sorte que l'économie fonctionne, que les acteurs soient toujours autour de la table et que la filière fonctionne. Voilà. Merci. Oui. Ah, un ajout. Un commentaire sympathique. Moi, je suis assez impressionné par ce qui se passe en France, par la qualité de cette filière. Je pense que c'est un exemple. Et je vous invite à partager ces bonnes pratiques et cet exemple auprès d'autres pays via le BIR. Je pense que vous avez beaucoup à apprendre à d'autres et que c'est un exemple que j'aimerais bien voir dupliqué ailleurs. Donc, je vous remercie. Voilà, passeport pour Amsterdam, direct. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette STRAIE. Maud, STRAIE. Ça, c'est vraiment un truc de journaliste. Ça s'appelle Super Table Ronde aux invités exceptionnels. Merci. Et je passe la main à Gilane pour la suite de la journée. Merci à vous. À bientôt.